En fait, ça remonte pas du tout à Napoléon, ça remonte bien avant. Ça remonte à la Révolution française. Déjà, sous la Révolution, les Girondins prohibaient les produits anglais. Ça remonte aux Girondins en 1792. Les Anglais ont renversé tous les gouvernements français. Alors ça, c'est ce que j'explique dans mon premier chapitre du livre. Les services secrets anglais ont renversé tous les gouvernements français. Ils ont renversé les Girondins parce que justement, les Girondins pratiquaient la prohibition des produits anglais. Ils ont renversé les montagnards parce que les montagnards le faisaient aussi. Ils ont renversé le directoire parce que le directoire le faisait aussi. Et le coup d'État du 18 Brumaire de Bonaparte a été financé par l'Angleterre. J'ai le nom du banquier, c'était le banquier Perregaux, qui était un agent de l'Angleterre et qui a financé le coup d'État. Et d'ailleurs, quand Bonaparte a quitté l'Égypte pour aller faire son coup d'État, eh bien, il est parti avec l'accord des Anglais. Ça a été négocié avec l'amiral Sidney Smith, qui a négocié le départ de Bonaparte pour aller faire le coup d'État en France. Parce que les Anglais espéraient avoir un traité de libre-échange avec Bonaparte. Ils espéraient, donc ils ont aidé Bonaparte à faire son coup d'État. Et lorsque Bonaparte a fait son coup d'État, eh bien les Anglais ont été déçus parce que Bonaparte a continué à prohiber les produits anglais. Donc les Anglais ont proposé le traité de libre-échange à Bonaparte, qu'il a refusé. Il a refusé le traité de libre-échange, et c'est ça qui a déclenché la guerre avec les Anglais. Et donc les Anglais ont financé la coalition contre la France, et on dit toujours que c'est Bonaparte qui a déclenché la guerre, c'est pas vrai, ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais qui ont commis les premières provocations, parce qu'il n'y avait pas de traité de libre-échange. Et c'est pour ça que Bonaparte a eu la guerre pendant 15 ans avec les Anglais, à cause du protectionnisme qui était, enfin, de la prohibition des produits anglais. Et en 1806, ce qui s'est passé, c'est que les Anglais ont organisé un blocus des côtes françaises. C'est-à-dire les navires anglais sont allés bloquer les côtes françaises jusqu'en Allemagne, jusque sur les côtes allemandes, pour empêcher les bateaux français de quitter le territoire français. Et c'est là que Bonaparte enfin, c'était Napoléon, il était empereur à cette époque-là. Napoléon a répliqué en faisant le blocus continental. Alors qu'est-ce que c'était que le blocus continental? C'était que les navires anglais étaient interdits de côtes françaises. Ils étaient interdits d'accoster sur les côtes françaises. Donc toutes les côtes françaises ont été bloquées, et toutes les côtes, non seulement les françaises, mais toutes les côtes européennes, c'est-à-dire jusqu'à la Russie. Jusqu'à la Russie et jusqu'à l'Espagne, jusqu'en Italie, toute la Méditerranée a été interdite aux navires anglais. Donc c'est une espèce de protectionnisme qui a été pratiqué par Bonaparte et qui finalement a été très bénéfique. Tout à fait. Alors d'ailleurs, vous l'indiquez dans votre ouvrage, c'est que vous dites que finalement, ce protectionnisme a contribué au développement de l'industrie française. Donc vous avez probablement appuyé cette remarque sur des documents qui ont été mis en votre possession. Oui, tout à fait, oui. Oui. Et moi, je m'interrogeais de savoir en fait si aujourd'hui on pourrait faire un parallèle entre ce libre-échange ou le libre-échangisme qui nous est imposé, et puis ce protectionnisme intelligent qui est prôné par certains personnages politiques, et de savoir si on pourrait aujourd'hui avoir le même effet de levier sur la réindustrialisation de notre pays, qui souffre effectivement d'une désertification industrielle depuis quand même déjà au moins 2 décennies. Oui, je voulais d'abord donner des détails parce que je n'ai pas fini mon explication. Le blocus continental a permis non seulement à la France de se développer. Il faut savoir qu'à l'époque, l'industrie, c'était essentiellement le textile. L'essentiel de l'industrie, c'était le textile, et l'industrie textile française a quadruplé en quelques années, grâce au blocus. Le blocus n'a duré que 4 ans. Eh bien, l'industrie textile a quadruplé en 4 ans. C'est assez extraordinaire. En effet. Et il y a tous les autres pays, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, est devenue une puissance industrielle à cette époque. C'est à ce moment-là que l'Allemagne s'est éveillée. L'Espagne aussi, la Belgique aussi, tous ces pays doivent beaucoup au blocus de Napoléon. Et même les États-Unis. Oui. Il faut savoir que les États-Unis avaient été recolonisés. Les Français avaient donné l'indépendance aux États-Unis, mais les Anglais avaient recolonisé les États-Unis. Parce que les Anglais avaient installé les Anglais faisaient du commerce de toile, de tissu.
de textile. Hein. On est toujours dans l'industrie du textile. C'était le textile. Les Anglais achetaient leur toile en Inde et eux-mêmes en fabriquaient. Ils avaient des nouveaux métiers à tisser. Ils fabriquaient, c'était des usines en fait, des fabriques. Et ils vendaient ça dans toute l'Europe et aux États-Unis. Et donc les Américains ne pouvaient rien faire sans être concurrencés par les produits anglais qui étaient beaucoup moins chers, 30% moins chers. Et les États-Unis avaient été totalement recolonisés par l'Angleterre. Et lorsque Bonaparte a fait son blocus, eh bien, il a autorisé les navires américains à accoster en France. Donc les seuls navires qui accostaient en France, c'était les navires américains. Et c'est ça qui a permis aux États-Unis de devenir la grande puissance industrielle qu'ils sont devenus. Grâce à ce blocus. Oui, grâce à ce blocus. Tous les historiens dénigrent ce blocus, mais ils ont tort. Ça a été très enrichissant, non seulement pour l'Europe, mais pour la Russie et pour les États-Unis. Oui, tout à fait, parce que souvent on oublie en matière de géopolitique de parler de la Russie, mais la Russie est sur le continent et il faut effectivement... La Russie était aussi colonisée par les Anglais à l'époque. Oui, c'était pareil, un peu comme les États-Unis. Alors oui, vous m'avez posé une question tout à l'heure sur le parallèle avec ce qui se passe de nos jours. Bon, c'est très difficile à dire parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Il y a le dollar, il y a le règne du dollar. Là, on est confronté au règne du dollar et on n'est pas trop dans le même contexte. Il y a une tyrannie américaine qui oblige les pays à utiliser le dollar et qui interdisent de dollars tous les récalcitrants. Tout ça, ça tient un coup de canon et on fait des guerres à droite et à gauche. Donc les pays n'ont plus la liberté de faire ce qu'ils faisaient comme ils faisaient à l'époque. Mais c'est sûr que quand on parle d'un protectionnisme, ça fait rêver. Si on pense à une industrie française qui quadruple en 4 ans, ça fait rêver. Ça fait rêver. Mais on n'est pas sûr du résultat, en effet. On n'est pas sûr du résultat parce qu'on serait vraiment dans un état de guerre. On est déjà dans un état de guerre économique, ça il faut le reconnaître. Oui. On a accepté notre situation de dominée par rapport aux États-Unis. Mais bon, c'est sûr que si on se rebiffe, il y en a quelques-uns qui se sont rebiffés. Bon, on a l'arme nucléaire, c'est vrai. Les Russes l'ont aussi. C'est pour ça que moi je pense que l'alliance franco-russe est importante pour si la France veut se rebiffer, il faut pas le faire tout seul. Tout à fait. Il ne faut pas le faire tout seul. Tout à fait. Effectivement, cette alliance franco-russe. Parce que le protectionnisme, ça coûte cher. Il faut en payer les frais. Et les Français sont dorlotés. Ils ont tout leur petit confort. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils sont pas très patriotes. Et si un jour on leur dit, bon, ben écoutez, vos frigos, vous allez les payer 50% plus cher, vos télés aussi, vos voitures, vous pourrez plus acheter des BMW, ni des Mercedes, ni des 4x4, ils vont peut-être pas suivre le mouvement. Alors ce serait bien qu'on ait des élites patriotes, mais ce serait bien aussi que les Français soient un petit peu patriotes aussi, et qu'ils acceptent, je ne sais pas si les Français sont prêts à accepter de souffrir comme souffrent les Russes. Oui, tout à fait. Eux sont prêts à l'accepter, mais nous, je ne sais pas. On peut se poser effectivement la question. Bon, on peut dire aussi qu'aujourd'hui, certaines catégories de Français souffrent du fait de ce libre-échangisme, hein, bien évidemment. Mais effectivement, on ne peut pas savoir quel serait le degré de souffrance dans un cas où on déciderait de fermer les frontières, ou en tout cas sur certains produits ou certaines familles de produits, et par rapport à la situation d'aujourd'hui. De se lancer dans une guerre économique ouverte, parce qu'aujourd'hui, effectivement, d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous le citez parfaitement, c'est que François Mitterrand avait reconnu sur la fin de son règne qu'effectivement, nous étions rentrés dans une guerre qui nous était menée par les États-Unis. Non, on y est depuis 100 ans. Mais on y est depuis bien plus. On est en guerre économique avec les États-Unis depuis une centaine d'années, depuis la guerre de 14, depuis la fin de la guerre de 14. Sauf que François Mitterrand, effectivement, ne l'a reconnu que sur la fin de son règne, hein, tout à fait. Oui, disons c'était pas un historien, Mitterrand, c'était un littéraire. De Gaulle était historien. Oui. De Gaulle le savait, De Gaulle l'a dit dans ses mémoires. Oui. Mais Mitterrand était un littéraire. Alors lui, il a parlé de ce qu'il a vécu. Oui. En fait, bien évidemment, le président Mitterrand avait été conseiller à l'époque de Maastricht. Hein. Donc, a-t-il été mal conseillé? Et il était président à l'époque. A-t-il mal apprécié la situation? Ou était-il préoccupé par la réunification des deux Allemagnes? Voilà, en tout cas, c'est l'histoire.